Bonsoir à tous. Je suis vraiment très contente d'être ici ce soir pour vous dire ce qu'a été mon parcours d'entrepreneur. Mais j'avoue que ça me fait déjà tout drôle parce que je n'ai pas vraiment vu passer ces 15 dernières années. Voilà, donc pour vous parler de moi, je suis née à Dakar, j'ai grandi à Dakar, dans une famille traditionnelle africaine, tout ce qui est là de plus traditionnel. Vous voyez, la famille africaine élargie où les oncles et les tantes ont leur mot à dire dans l'éducation des enfants. La figure principale de cette famille-là, c'était mon grand-père, qui était une grande figure religieuse connue et reconnue, et qui, je pense, a été ma première source d'inspiration. Il était très important pour moi parce qu'il incarnait dans ce qu'il était tout ce qui était les valeurs, ce qui font les fondements de l'éducation qu'on a reçue, nous tous dans cette famille-là, et je suis très fière de cet héritage. À côté de cela, il y avait ma mère, une dame de fer, omniprésente, qui, je pense, s'était fixé l'objectif de nous faire réussir à l'école, mon frère et moi, quel qu'en soit le prix. Alors, il faut savoir que ma mère n'avait jamais été à l'école française. Donc, elle ne savait ni lire ni écrire. Elle avait appris le Coran. Mais c'est elle qui nous faisait réciter nos leçons. Alors, évidemment, ça a donné lieu à des situations très cocasses. On s'approchait avec le cahier. Voilà, il fallait réciter, elle était très sérieuse. Et il fallait surtout que le débit soit très fluide. Il ne fallait même pas faire une pause pour respirer et encore moins essayer de raconter autre chose que ce qu'il y avait dans le cours. Parce qu'elle avait comme une sorte de sixième sens qui lui disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ta fille, elle est vraiment hors sujet. Alors, dans des conditions comme ça extrêmes, évidemment, on n'avait pas d'autre choix que de travailler et de réussir. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, arrivé au collège, j'ai eu la chance de rentrer à la maison d'éducation de l'Ordre national du Lion, qui est devenue Mariam Abba par la suite. J'ai obtenu un baccalauréat littéraire à Troyes, très brillamment d'ailleurs, à la grande joie de ma mère. Alors, c'était l'année blanche, il y a longtemps, en 87. L'année suivante, je suis partie poursuivre mes études en Belgique, où mon père avait été en poste, il était diplomate, il avait été en poste en Belgique. Alors je suis partie faire mes études là-bas. Et j'avais choisi une école, l'Institut supérieur de traducteurs et interprètes. J'avais choisi cette école-là parce qu'en fait, j'étais fascinée par les interprètes que je voyais à la télé dans leur cabine. Je disais, mais ça, c'est vraiment ça, génial comme boulot. Et il y avait aussi la femme qu'on voyait, vous savez, celle qu'on voit entre deux présidents là, qui traduit. Je regardais et je disais, voilà, je veux être ça. Donc, je me rends compte que j'avais déjà de grandes ambitions à cette époque-là. Alors, j'arrive à l'ISTI, très motivée. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'ISTI, c'était l'école la plus internationale de Bruxelles. 80% des étudiants qui y étaient venaient d'autres pays d'Europe. Moi, je m'attendais à arriver dans une école et trouver des étudiants belges. Mais je suis arrivée, il y avait des étudiants, et puis ils se regroupaient par communauté comme ça. C'était très malsain. On avait les Français, les Italiens, les Anglais, les Grecs, les Portugais, des Belges aussi. Et alors, il y avait une autre communauté qui était réunie dans une sorte de no man's land. Nous, les Africains, quelques rares Africains et les Maghrébins, des Arabes. Donc, on était ensemble. Soit, donc on arrive à l'ISTI, j'étais toujours très, très motivée, très sûre de moi, en me disant, bon, j'allais faire feu et flamme, comme d'habitude. Alors j'arrive, on reçoit les emplois du temps, je regarde anglais 8 heures, espagnol 8 heures, français 8 heures, il y a un cours d'économie politique, de droit public belge, de droit public comparé, de sociologie, bref, il y avait plein de choses. Je dis, bon, ok, c'est lourd, mais je pense que ça va aller. Alors j'arrive au cours d'anglais, on arrive, le professeur rentre, c'est un anglais, british, très. Alors, il arrive, il fait son cours. Voilà, à la fin du cours, je dis, bon, ok, c'est speed, mais je pense que je vais tenir. Mais dans la classe, il y avait des élèves qui parlaient déjà couramment l'anglais. Parce que peut-être que la mère était anglaise. Donc, eux avaient parlé anglais toute leur vie. Je dis, bon, là, ça va quand même être un peu difficile de déplacer les pions, vu que c'était déjà mal parti. Je vais au cours d'espagnol, le professeur arrive, très speed, limite survolté. Il dépose son cartable, il fait « bueno ». Et il part dans une tirade
monumental. Ça s'arrête, la classe éclate de rire. Oh, moi, je rigole pas. Vous vous doutez bien pourquoi. J'avais rien compris. Rien. J'avais eu 17 au bac en espagnol. 17. Et là, en 10 secondes, j'étais largué. Perdu complètement. Je dis, bon, là, quand même, je pense que ça va être... Je vais avoir des comptes à rendre. C'est vraiment limite sérieux. J'ai le cours de français. Je dis, bon, là, quand même, ça devrait aller. J'arrive, le professeur de français arrive. Alors, bonjour, je suis votre professeur de linguistique. Alors, avant de poursuivre, je vais vous dire, il y a un cours de français pour étrangers, pour ceux dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc, vous pouvez aller à la salle 2. Et là, je vois la moitié de la salle qui se vide. Même ceux qui faisaient le malin, là, en anglais, espagnol, ils partent. Je dis, ok, c'est bon. Allez, cassez-vous. Comme ça, on va pouvoir quand même faire ses preuves. Et je m'assois et je vois la prof qui me regarde. Elle me dit, mademoiselle, vous avez compris ce que j'ai dit? Ici, c'est pour ceux qui parlent bien le français. Je dis, ok, bonjour les stéréotypes. Je dis, ok, madame, vous en faites pas pour moi, ça va aller. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire comment je suis arrivée dans cette école-là. Mais quand même, c'était dur. J'ai carburé, c'était laborieux, j'ai vraiment mes points, je les ai eus au forceps. Et 2 ans après, je me dis quand même, là, il faut arrêter l'hémorragie. Parce que je ne me voyais vraiment pas devenir interprète de conférence à la communauté européenne. Je n'avais pas de chance comparé à d'autres qui étaient visiblement beaucoup plus qualifiés que moi. Je dis, bon, je vais essayer de faire autre chose. Parce qu'à chaque fois, quand je fais quelque chose, quand je suis une formation, je suis très rapide, je me vois tout de suite la formation finie et ce que je vais faire. Et là, je ne me voyais pas faire quelque chose de ces études-là. Je dis, bon, allez, je vais faire du tourisme. Parce qu'en étant en Belgique, je m'étais rendu compte quand même que la destination Sénégal était fort prisée des Européens. Je dis, ok, peut-être là, il y a quelque chose à faire. Je vais faire une école de tourisme. Ça dure 3 ans. Un graduat, c'est la licence. Et là, j'ai survolé. Parce que quand on sort de l'ISTI, tout ce qu'on fait après, c'est peanuts. Donc, j'ai mon diplôme. Et je vais travailler dans une agence de voyage, une agence dans laquelle j'avais déjà fait mon stage de fin d'études. Et là, j'avais rencontré un homme extraordinaire, qui, je peux dire, était mon mentor. Cet homme, il s'appelait Claude Tazio. Il n'avait peur de rien. Il était prêt à se lancer dans n'importe quelle aventure. Tout était possible pour lui. Il n'y avait vraiment pas de limite. C'était le premier arrivé au boulot, le dernier parti, un bosseur, un malade. Je dis, ok. Là, je pense que je suis à la bonne place, je vais pouvoir travailler. Et dans ce qu'on faisait, on avait affaire en fait à une clientèle haut de gamme qu'il fallait prendre aux petits soins. Et à ce degré de service-là, ça ne souffre pas le moindre faux pas. Il fallait vraiment être très, très, très rigoureux dans ce qu'on faisait. Et à ses côtés, j'ai appris à être rigoureux. À ses côtés, j'ai appris à être exigeante. À ses côtés, j'ai appris à vouloir toujours le meilleur. Alors, je ne me voyais pas rentrer au Sénégal. J'étais bien en Belgique, je gagnais ma vie. Je dis, ok, je vais rester. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Je suis obligée de rentrer au Sénégal. Enfin, je suis obligée entre guillemets. Je vais essayer en une phrase de vous résumer les conditions qui m'ont amenée à retourner au Sénégal. Je me suis mariée. Et comme le bonhomme en question était au Sénégal, je suis rentrée au Sénégal. Comme dirait un certain empereur, je suis venue, j'ai vu, j'ai pas fui, mais j'ai tourné la page. Voilà. Donc, c'était pas tout ça. Donc, me voilà au Sénégal, coincée, moi qui avais toujours été occupée. Je me retrouve à ne rien faire, oisive. J'étais là, assise à compter les mots. Je dis, ça, c'est pas moi, ça va pas être possible. Il faut absolument que je trouve quelque chose à faire. Alors, j'étais rentrée avec ma petite fille. J'avais une petite fille qui avait 3 ans à l'époque. J'étais rentrée avec elle. J'étais même pas préparée pour rentrer. J'avais laissé toutes mes affaires en Belgique, ma voiture sur le parking. J'ai dû déménager par procuration. J'étais vraiment pas prête à rentrer. Et là, je repartais de zéro, quasiment. Alors, dans ce que j'avais déjà fait, j'avais des propositions des opportunités de travail, mais j'avais pas envie d'aller travailler dans une agence de voyage, être assise derrière un bureau à émettre des billets, faire des réservations. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi. On m'a proposé d'aller rejoindre une équipe plutôt qui dirigeait un hôtel à Sali, mais les propositions salariales étaient tellement indécentes que j'ai dit non.
Je dis, bon, en attendant, je vais quand même essayer de trouver une école pour ma fille. Et c'est de là que c'est parti. J'ai fait le tour de Dakar et je n'arrivais pas à trouver une école où mettre ma fille. Je dis, mais c'est pas possible. Donc ici au Sénégal, quand on a un bébé, quand on a un enfant, entre 2 mois et 3 ans, entre 0 et 3 ans, on le garde à la maison, il n'y a rien à faire, ou on le laisse chez les oncles, chez les tantes. C'est pas possible. Je dis, ok, il n'y a pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas, c'est bien de le dire, mais quoi? Je dis, il n'y a pas, il faut créer. Et c'est de là que c'est parti. Vous savez, comme dans les bandes dessinées, quand il y a une ampoule qui s'allume, là, quand on trouve une idée, ça s'est allumé et l'interrupteur, il est resté sur on depuis ce jour-là, ça ne s'est jamais éteint. Voilà. Alors, on était au mois de avril-mai, je pense. Je voulais être prête pour septembre. Parce qu'en fait, c'est un don, je pense. Hein, j'ai une capacité d'adaptation phénoménale. Il me faut en moyenne entre 1 minute et 5 minutes pour assimiler un problème, un contretemps, une situation difficile. J'assimile, je comprends, mais ça ne sert à rien de rester là à pleurer, à pleurnicher. Il y a quand même le problème qui est là, il faut le régler. Alors je démarre au quart de tour, je règle ça. On reviendra après on fera les jérémiades après si le temps nous le permet, mais en attendant, il faut avancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me dis, bon ben voilà, j'ai trouvé mon projet, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On était au mois d'avril, je voulais être prête pour septembre. Qu'est-ce que j'ai? Alors je prends une feuille. C'était pas pour faire un business plan ou des choses comme ça, j'avais pas le temps de faire des business plans et des études de marché. Je dis non. J'ai pris une feuille, j'ai tracé les grandes lignes, voir où je devais aller, quand même ce que je devais faire, parce que dans ma tête ça chauffait fort. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai? 2 choses. Une expérience qui, en l'occurrence, dans ce cas de figure, se limitait à celle que j'avais en conduisant ma fille à la crèche en Belgique. Donc, pour ainsi dire, pas grand-chose. Mais j'avais autre chose. Une volonté à toute épreuve. Et ça, je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait pour y aller. J'avais pas beaucoup d'argent. Pour le projet, je pense qu'on a pu mettre à peu près 3 millions de côté pour investir, acheter du matériel, équiper, faire des menus travaux, décorer, etc. On l'a fait. J'ai eu la très belle surprise de recevoir des amis qui sont restés en Belgique, des personnes qui me sont infiniment précieuses, qui m'ont envoyé comme une cerise sur le gâteau, un minibus rempli de jouets de matériel de puériculture. Ça, c'était vraiment ce que j'avais gagné en plus. Alors je me suis installée. Et je regardais mon enseigne, fièrement, École Reine Fabiola. Je dis, ok, je l'ai fait. Et premier jour de rentrée, donc au mois de septembre, je suis prête. Premier jour de rentrée, j'ai 5 élèves. 5 élèves en septembre. 5 élèves, on était 4 adultes. Il y avait 2 éducatrices, il y avait moi-même et la femme de charge. À la limite, il y avait une personne pour chaque enfant. Je dis, ok, ça va aller. Et ce que je ne vous dis pas, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais même pas comment j'allais payer le loyer du mois qui allait arriver. On y va. Alors, je disais donc 5 élèves en début d'année. En fin d'année, on en a 25. C'est déjà bien. L'année se termine. C'était très, très, très laborieux. C'était très dur. Mais on arrive quand même à garder la tête de l'eau. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette année-là, la maison que j'ai trouvée à Sacré-Cœur, j'habitais dedans. J'avais gardé une petite chambre pour ma fille et moi. Et j'avais aménagé tout le reste de la maison pour faire l'école. J'avais gardé une petite chambre. Donc la deuxième année, j'ai pu quand même prendre un appartement pas loin et libérer l'espace que j'occupais pour augmenter une classe. Ça s'est fait. C'était également toujours très dur. Je ne gagnais pas d'argent. J'avais un loyer qui était assez élevé. L'eau, l'électricité, le téléphone, je ne vous dis rien. Les nuits étaient longues et blanches. Je dis, bon, c'est pas grave. Je vais quand même continuer. Je n'ai jamais douté. À aucun moment, je ne me suis dit, je ne vais pas y arriver. Jamais. Jamais. Je me suis toujours dit, ça va forcément aller. Je suis très croyante. Hein, et je me disais, quand on est dans ça, quand on fait ce qu'on fait, quand on fait du bien, il y a forcément un ange quelque part qui nous protège. C'est pas très rationnel ce que je dis, hein, mais ça me rassurait dans la situation où j'étais. Je dis, il y a forcément un ange quelque part qui veille sur moi. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Allez, Fatou, fonce.
Et j'avais ma mère qui me soutenait vraiment de tout son cœur derrière moi, la pauvre. Et à mes tout débuts, lorsque j'ai parlé du projet, un de mes cousins m'avait dit, tu sais Fatou, c'est très bien ce que tu fais, mais dis-toi bien que ça va quand même être un peu dur pendant 2-3 ans avant que ça marche. Je lui ai dit, mais ok, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Il veut me décourager ou quoi? À la limite, je me demande même s'il n'est pas jaloux, parce que franchement, moi, mon projet tel que je le vois, c'est sûr que ça va marcher. Et je me rends compte qu'en fait, que les prévisions de celui que j'appelais l'oiseau de mauvais augure, un de mes cousins, se réalisaient, ça se vérifie, et c'était vraiment très dur les 2 premières années. La 3e année arrive, et là, je dois quand même carrément déménager de site. J'ai trouvé un site 100 mètres plus loin, 100 mètres plus bas de la rue où j'étais, parce que j'avais un effectif de 75 élèves. J'y vais, je m'installe, mais comme j'avançais avec mes élèves, il fallait que là, je me mette en ordre au niveau du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'autant il n'y avait aucune contrainte pour le préscolaire, pour tout ce qui est pré-gardienne, donc ce qu'on appelle la crèche, il n'y avait aucune obligation. Par contre, à partir du préscolaire, là, ça devenait réglementé. Donc là, je me suis mise en ordre, on a avancé et ça allait. J'avais quand même un problème récurrent qui revenait, c'était les vacances, parce que l'activité d'éducation, c'est une activité saisonnière. Donc moi, je voyais le mois de mai, juin arriver, je ne dormais plus parce que je savais qu'il y avait juillet, août et septembre, il y avait les loyers à payer, les enfants partaient en congé, mais les charges, elles ne partaient pas en vacances. Elles étaient là, il fallait supporter. Et alors, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, j'ai eu l'idée de retourner à ce que je savais faire le mieux. Donc, organiser des voyages. Mais il fallait juste maintenant que je l'adapte à un public un peu plus jeune. Et j'ai créé le Kids Club Fabiola, qui organise des voyages pour des enfants qui ont entre 6 et 16 ans, mais vers l'Europe. On part en Belgique. La première année, on a fait Belgique. La deuxième année, Belgique, Disneyland Paris, pour diversifier un tout petit peu. La deuxième année, avec la crise, on me dit, oh, mais l'Europe, c'est cher. Je dis, ok, je rajoute le Maroc. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer l'Europe, on y va. Toujours pour garder mon fichier de clients. Chaque année, je rajoutais une nouvelle destination où je retournais. Voilà, mais c'était jamais la même chose. Je faisais cette affaire-là, j'y croyais fortement, j'aimais ce que je faisais, et peu importe ce qui se passait. Donc, je commençais quand même à voir un tout petit peu le bout du tunnel. Et cette même année-là, donc au bout de la 3e année, j'ai la chance et j'ai le temps aussi de trouver quelqu'un, chaussure à mon pied, et je me remarie. Pour de vrai et pour de bon cette fois-là. Et là, j'aimerais dire une chose. On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui l'aide à tenir droit dans ses bottes ou ses souliers et ses selons. Mais pour les femmes entrepreneurs, celles qui entreprennent et qui réussissent et qui sont épanouies, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle, il y a 2 cas de figure. Soit la femme, elle est célibataire, et là, elle fait ce qu'elle veut, elle rentre à l'heure où elle veut, elle n'a pas de compte à rendre. Ou alors, derrière ces femmes-là, les autres qui sont mariées, il y a un homme qui est intelligent, qui est super, qui est magnifique, et qui sait mettre son ego de côté pour soutenir sa femme. Et j'ai la joie de dire que j'appartiens à cette catégorie de femmes-là. Je dis souvent à mon mari, pour le taquiner un peu, je lui dis, tu sais, j'ai vraiment la chance d'avoir un mari extraordinaire comme toi. Alors voilà. Alors quand il fait son malin un peu, je dis, écoute, arrête ça, je pense que c'est mon cadeau du ciel. Dieu, il m'aime trop, c'est pour ça qu'il t'a envoyé à moi, donc tu n'y es pour rien. C'est mon cadeau, c'est entre Dieu et moi, c'est un deal entre lui et moi. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ce sont des choses qui prennent du temps. On n'est pas tout le temps à la maison pour s'occuper des enfants. On n'est pas tout le temps à la maison pour gérer tout simplement. Être là quand son mari rentre. Pouvoir suivre, être là à des heures pas toujours indécentes. Et ça, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui accepte et qui vous accompagne dans cela. Donc ça, c'est important parce que ça fait partie des facteurs qui font qu'on puisse réussir ce qu'on fait. Si on n'avait pas ça, si on n'avait pas cette compréhension-là, ça aurait été beaucoup plus difficile. Voilà, donc pour en revenir à mon entreprise,
Donc ça continue, les effectifs augmentent. Et 7 ans plus tard, entre-temps, on a changé de site parce que l'école était devenue grande. Et là, on n'était plus dans une maison, mais on avait pu récupérer un site qui avait été une ancienne école sur le Canal 4. On s'y est installé. J'avais 300 élèves et un chiffre d'affaires de 200 millions de francs. Et aucune dette à la banque. Attendez. Je ne sais pas s'il faut applaudir. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Monsieur Dior me le dira peut-être. J'avais pas de dette, mais je n'avais rien. J'avais aucune économie. Je n'avais rien pu mettre de côté. J'avais rien, pas parce que je gaspillais, j'avais rien parce que je réinvestissais chaque année. On était dans une situation où chaque année, on augmentait une classe. Et chaque année, donc, il fallait équiper une nouvelle classe, acheter du matériel, acheter du mobilier. Et moi, je voulais toujours ce qu'il y avait de mieux pour mon école. Je ne regardais pas la dépense. Je dis, c'est mon argent, je n'ai pas de compte à rendre. Si l'argent est là, je le dépense. Voilà. Et ça, peut-être que à ce niveau-là, on peut pas applaudir. On ne peut pas dire que c'était parfait parce que on ne respecte pas les techniques managériales que moi, je n'avais pas, évidemment. On ne sait pas tout faire. Et sur ce plan-là, je pense que s'il y a un bémol à mettre dans tout ce que j'avais fait, c'était à ce niveau-là. Parce que, bon, je pense quand on gère une société, qu'on a 30, 40 employés, on ne la gère plus comme du temps où on avait 100 élèves et 10 employés. Il faut que ça obéisse à des règles qui sont strictes, parce qu'à ce moment-là, la société ne nous appartient plus. On a la responsabilité d'un personnel, et ça, il faut savoir les sécuriser. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a 2 écoles. En 2014-2015, on a 2 écoles. Une école au Point E, qui accueille les tout-petits. On a une école primaire, préscolaire et primaire du CI au CM2 à Mermoz. Et entre 410 et 420 élèves, on a atteint notre seuil. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on a toutes les classes sont remplies, c'est ce qu'on fait. Ce que j'ai tiré des difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est peut-être avoir une vision beaucoup plus globale de ce qu'on faisait, parce que je vivais l'école comme 2 choses parallèles. D'un côté, j'avais la partie claire, où tout allait bien, ça marchait, je m'épanouissais dans ce que je faisais, les parents étaient contents, les résultats étaient bons, ça me faisait plaisir, mais d'un autre côté, la situation financière n'était pas très très stable, et ça, c'est pas autorisé. Et depuis, je pense qu'il faut avoir une vision globale de la chose. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et si moi, personnellement, je n'associe pas le fait de réussir au fait d'être riche, je ne faisais pas ce boulot-là pour gagner de l'argent. Je le faisais parce que je m'épanouissais là-dedans. Mais bon, si j'ai envie de jouer Mère Teresa, ça me regarde moi. Mais à ce niveau-là, je n'ai plus le droit de mettre en péril mon entreprise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, il faut vraiment poser des garanties sûres et claires pour que l'entreprise soit en bonne santé, aussi bien au niveau des résultats qu'au niveau des finances. Donc, aujourd'hui, notre première promotion à l'entrée en 6e est en terminale. J'aurais pu faire le lycée depuis longtemps, mais je ne voulais pas. J'avais déjà assez de soucis avec ce que je faisais. Et quand je veux faire quelque chose, si je ne peux pas bien le faire, je ne le fais pas. Là, on s'est lancé, malgré tout, on s'est lancé dans un projet depuis l'année dernière d'extension de collège, un internat, un collège d'excellence, sur le style de la maison d'éducation Mariam Abba de Gorée et du Prytanée militaire de Saint-Louis, des écoles d'excellence comme référence. Je suis une enfant de la République, parce que j'ai fait l'école Mariam Abba, j'ai étudié aux frais de la République. Et aujourd'hui, je veux rendre ce que j'ai reçu. Je sais ce que j'ai reçu, je sais comment faire pour le retourner, et je vais y arriver, avec l'aide de Dieu. Alors, j'ai 48 ans. Et je suis encore à faire des projets. Alors vous les jeunes, si vous saviez comme je vous envie, si j'avais 20 ans de moins, tout ce que je pourrais encore faire, il faut oser se lancer dans la vie. Il faut oser rêver, il faut oser avoir des projets. Rien n'est facile. Vous ne trouverez rien tout près sur un plateau. Jamais. Il faut avoir le courage de se lancer
et je vous assure que la réussite elle est au bout de chemin. Merci beaucoup de votre attention. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!